Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 6. Ici se montra sous son jour le plus éclatant le vrai mal, le seul mal de notre société si l'on accepte l'obstination de nos intellectuels à singer les mœurs vulgaires des dirigeants de la dictature au lieu de montrer au peuple l'exemple d'une existence noble et productive. Des personnages de tous âges, très diversement costumés, pénétrèrent en effet dans la salle, mais sans se presser, avec sur le visage des airs de s'ennuyer, d'être ailleurs, qu'on observe chez les collégiens venus exécuter un pensum dans une salle de classe déserte. La disponibilité de ces mastodontes politiques et leur ponctualité était un sujet d'émerveillement pour les journalistes, car elle donnait la mesure de l'influence de PTC et de son journal. Qui d'autre, dans la ville, aurait pu les réunir en si peu de temps et en aussi grand nombre? C'étaient tous des hommes de l'opposition, aucun membre du parti du dictateur n'ayant daigné répondre aux invitations que le journal avait lancées. Rien de plus manichéen que la classe politique ici. C'est tout à fait comme les torchons et les serviettes, ça ne se mélange pas. Les gens du parti du dictateur ne connaissent qu'un langage, les coups. Coups de matraque distribués toujours généreusement, à tort et à travers bien sûr, coups de fusil ou de pistolet tirés de préférence à bout portant ou dans le tas, coups de jarnac divers, spécialités coutumières au groupe humain que le courage n'étouffe pas. Quant aux chefs de l'opposition, ce sont des maîtres de la rhétorique de l'indignation et de la dénonciation, des vrais virtuoses, pour qui aucune figure de style n'a de secret. Coup de gueule contre coup de canon, fleurs de rhétorique contre fleurs de cimetière et autres pissenlits, c'est en somme l'éternel conflit du pot de terre contre le pot de fer. Zam, qui ne les aimait pas plus qu'Eddy, avait coutume de dire des hommes politiques que ni les uns ni les autres n'appartiennent vraiment à la famille des spécimens qui auraient enthousiasmé le célèbre entomologiste Henri Fabre. Je ne comprends pas, mais ça doit être vrai, commentait parfois Eddy. Ce soir-là, les journalistes réussirent, à force d'habileté et de témérité dans la manœuvre, à amener leurs hôtes pour une fois sur le terrain des réalités. Et les réalités quotidiennes, ici, avaient pour nom les horreurs de l'insécurité et de l'anarchie. Chacun confia alors ce qu'il savait ou ce qu'il avait vécu lui-même, le plus souvent dans la souffrance et l'humiliation. Pères de famille battus avant d'être dépouillés de leurs biens, respectables matrones sodomisées sous les yeux de leurs enfants et petits-enfants, voleurs lapidés par la foule, villas prises d'assaut parfois en plein jour par des commandos de gangsters, raquettes devenues quasi rituelles des transporteurs par les hommes en tenue. La violence semblait devoir tout submerger comme un déluge apocalyptique. Pendant des heures, on fit le procès de la police et de la magistrature, aussi corrompues et perverties l'une que l'autre, plus criminelles que les criminels qu'elles étaient chargées de pourchasser et de punir. Ce n'était pas le tout de s'indigner, firent enfin observer les journalistes. N'y avait-il aucun moyen d'enrayer le mal? Eddy, qui se posait souvent en gentleman, sinon en homme du monde, bravait parfois le protocole, au risque de mettre les pieds dans le plat. À moins que Zam, assis habituellement à ses côtés, ne lui chuchote pour le réfréner. Laisse donc les paroissiens pédaler dans le couscous, de quoi je me mêle. Mais Zam venait de s'éclipser, sans doute pour se désaltérer discrètement. Le remède à la violence n'aurait peut-être pas été élaboré ce soir-là. En vérité, quand la violence a atteint un tel degré, qui peut encore l'endiguer? Toujours est-il qu'en prenant la parole le premier, sans y avoir été formellement invité, Eddy parut avoir donné un coup de pied dans la fourmilière et mis tout de suite le feu aux poudres, en dénonçant une proposition qui lui était pourtant familière et dont la banalité et l'irréalisme reconnu auraient dû provoquer à peine quelques sourires en cette circonstance. Le meurtre du père Mzilikazi, déclara-t-il, et le silence de l'enquête, c'est quand même incroyable. Et que dire des attentats qui visent notre ami Zamakwe? Nous sommes dans la même situation que les Noirs de Montgomery, Alabama, en décembre 1955. Je suis un grand admirateur de ce génial black américain qui s'appelait Martin Luther King. Dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait descendu dans la rue avec ses partisans pour prier. Comment est-ce que tout a commencé là-bas, à Montgomery, en Alabama? Une vieille négresse revenant de son travail était tranquillement assise sur la banquette de son autobus. Bon, un type s'amène et lui dit « Laisse-moi ta place ». Il était blanc. Ça se passait comme ça depuis des siècles à Montgomery. Tu es noir, tu es assis sur la banquette, un blanc se pointe et tu dois te lever pour lui donner ta place. Mais voilà, ce jour-là, à la stupéfaction de tous, la vieille négresse refuse de laisser sa place au jeune blanc-bec. Elle est arrêtée et emmenée au poste de police. Que fait alors Martin Luther King? Des discours d'abord, c'est vrai, il en faut toujours. Mais ensuite, il descend dans la rue avec ses partisans. Là, il se met à prier, à chanter les cantiques des églises baptistes. Et quand les flics lui tombent dessus, il ordonne aux siens de se mettre à genoux et de continuer à prier avec plus de ferveur encore. Les flics blancs cognent, insultent, lâchent leurs molosses. Mais Martin Luther King tient bon. Il prie, soutenu par les siens.
C'est comme ça que tout a commencé là-bas. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire comment ça s'est terminé. Si nous voulons que cesse la violence qui frappe notre pays, il faut aller le dire haut et fort dans la rue, en priant, en dansant, enfin, n'importe comment, mais en faisant quelque chose. Merde et merde. Comme on peut en juger par le ton de cette envolée, Eddy parlait en homme de cœur, prompt à s'indigner devant l'injustice malgré ce léger penchant pour l'immoralité que Zam, le pur des purs, lui reprochait si souvent. Eddy, qui détestait le protocole et les honneurs, n'avait aucun calcul en tête, aucune ambition. Son désintérêt pour le pouvoir était absolu. Il n'empêche. Après un premier flottement dans la salle, les journalistes s'en tenant à leur neutralité d'informateurs, exigence déontologique paraît-il, et les leaders politiques de l'opposition cachant d'abord le fond de leurs pensées, Eddy fut bientôt accusé de démagogie, mais cette fois avec une hargne rare, que les gentilles rebuffades antérieures ne lui permettaient pas d'imaginer. D'abord, tu es quoi lui objecta un leader bien connu de l'opposition, celui dont on disait qu'il aurait pu organiser un congrès de son parti dans une cabine téléphonique, tant ses troupes étaient évanescentes, sinon inexistantes. Oui, tu es quoi même? Tu es journaliste? Tu es leader politique? Tu es quoi? Tu fais quoi là même? Au nom de quoi tu prends la parole ici? C'est le genre d'attitude qu'il valait mieux ne jamais adopter avec Eddy, qui répliqua aussi sec. Et toi, qui es-tu, espèce de trou du cul? Petit pédé merdeux, enfoiré de connard de bougnoul, où sont tes troupes? Qui représentes-tu? L'interlocuteur d'Eddy était un petit bonhomme, à peine 60 ou 65 kilos si ça se trouve, qui jaillit de sa chaise et entreprit laborieusement de lui voler dans les plumes. Il fut intercepté sans grand mal à mi-chemin par les gros bras du journal de vrai Malabar, et remis sans ménagement sur sa chaise. Eddy, qui avait le dos presque tourné, n'avait pas pris la peine de faire face. Ce n'est pas qu'il fût tellement impressionnant, 1m75, certainement pas plus, sans doute même moins, mais trapu, taillé en force, bâti pour ainsi dire à chaud et à sable, il donnait l'impression d'un Malabar. Balèze, quoi. Ce n'était pas trop pour rouler sa bosse comme Eddy l'avait fait si longtemps à travers le monde, et comme il le faisait maintenant ici. Les journalistes ricanaient, mais pas les politiques, trop occupés à titiller leurs méninges pour en extirper la meilleure tournure à donner à leur réponse à Eddy. L'un évoqua la légalité républicaine. Un autre, le risque d'effrayer le peuple par des manifestations intempestives. Un troisième, l'attitude coopérative du FMI avec l'opposition, et le devoir qui en découlait de garder le cap stratégique adopté jusque-là, etc. C'est quand même PTC qui, probablement sans le vouloir, mit le comble aux passions en déclarant benoîtement « Plaise à Dieu que Kabila réussisse à chasser Mobutu. Nous prendrions peut-être exemple sur lui pour continuer la chasse aux tyrans. Moi, je comprends nos amis de l'opposition. Ils ont déjà subi la fessée une fois, ils ne tiennent pas à s'exposer de nouveau à ce supplice. Qui ignore ici que, d'un moment à l'autre, ils peuvent faire irruption dans cette salle, nous emmener tous Dieu sait où, et nous battre comme plâtre. Ils l'ont déjà fait, à plusieurs reprises. Ils le referaient bien volontiers aujourd'hui impunément, c'est leur force. Je comprends nos amis de l'opposition. On peut être prudent, sans en avoir honte. L'homme ne vit qu'une fois, et il souhaite que cet unique séjour sur la terre soit le plus agréable possible, c'est normal, je comprends. L'un des chefs de l'opposition, représentant le seul parti unanimement respecté dans le pays, crut devoir s'élever contre ces propos et déclara en agitant le bras avec vigueur « Nous, on peut nous administrer 1000 fessées, ça n'est pas cela qui nous ferait reculer. Mon parti est décidé à descendre dans la rue, à condition que les leaders des autres partis acceptent de figurer avec nous en tête du cortège, avec tous les risques qu'on imagine, ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire depuis cette fameuse fessée. Bravo, fit Eddy. Voilà ce que j'appelle un homme, un vrai. » Il ne dit que cela. Eddy. Certes, mais c'était plein de sous-entendus qui n'avaient pas besoin d'expliciter, que chacun développa à part soi de la manière suivante. Vous autres qui n'applaudissez pas, vous n'êtes que de minables trous du cul, des enfoirés de coire. Eddy ne dit pas cela explicitement, mais tout le monde le comprit ainsi. Il fut donc à nouveau pris à partie par un chef de l'opposition, pas le même, un autre, un maniaque du tutoiement, qui lui reprocha d'être un provocateur américanophile au service de la dictature. Sinon, poursuivit le politicien sûr de son effet sur l'assistance, sinon, où trouves-tu tout l'argent qu'il te faut pour mener si grand train? Eddy avait heureusement une réponse toute faite pour réfuter ce genre d'accusation. Le lecteur la connaît déjà d'ailleurs. Sauf votre respect, monsieur le politicien, proclama-t-il en insistant lourdement sur le vouvoiement, sans doute pour donner à l'autre une leçon de civilité, vous êtes nul, aussi nul que les gens que vous prétendez combattre. Rien de tel qu'un type nul pour exhaler un tel relent de jalousie. C'est parce que vous êtes nul que vous êtes jaloux. Je vous mets au défi, vous ou quiconque ici ou ailleurs, de dire où et quand l'on m'a jamais vu fricoter avec le dictateur ou avec ses amis ou avec les représentants d'une puissance étrangère. Oui, mais ça ne se voit pas forcément, ricana le monsieur politicien. Ce qui s'est vu en revanche, riposta Eddy aussi sec, c'est un certain factum,
intitulé Qui gouverne vraiment le pays, écrit à l'époque pour faire l'éloge du dictateur, que vous créditiez alors d'esprit d'ouverture et de tolérance. On dirait que vous avez oublié cette prestation. En ce cas, vous seriez le seul. Elle vous valut beaucoup d'honneur et sans doute d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'était alors la tradition. C'est trop facile, on sert la dictature à pied baisé pendant des années, on prend soin durant ce temps de se remplir les poches en puisant dans les caisses de l'État. Quand on a amassé un pactole, on se proclame grand Manitou opposant. Les noms, messieurs les journalistes. Suivez mon regard. Et de fixer ses yeux sur le politicien qui se fit tout petit et ne pie pas plus mot. Voilà qui vous embouche un coin. Pas vrai, monsieur le politicien professionnel? Il était comme ça, il dit. Je ne crois pas qu'il ait changé depuis cette chronique. Cela m'étonnerait encore que je ne l'ai pas revu. En revanche, j'ai appris que, au récit de l'incident, Zam, qui n'y avait pas assisté, s'étant éclipsé discrètement pour aller se désaltérer, lui aurait dit avec un étonnement amer: Factum. Tu as dit factum. C'est pas vrai. Tu connais le mot factum, toi? Qui t'a appris? Mais toi, bien sûr, un télo de mes fesses, aurait répliqué Eddie. Toi, où je ne m'y connais pas en psychologie du voyou, où tu es en train de mal tourner, même sans avoir lu Peter Cheney, aurait conclu Zam. Pourquoi Eddie avait-il le don de mettre mal à l'aise et même d'exaspérer les gens d'ici? Pas tellement l'homme de la rue qui a bien d'autres chats à fouetter, mais les kidams qui, de quelque façon, et à tort ou à raison, tiennent le haut du pavé. Il faut dire que, si après une longue période de dictature des exilés que favorise une circonstance imprévue reviennent en masse au pays, ce n'est pas rassurant pour le pouvoir. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire a priori, ce n'est pas tellement plus rassurant non plus pour l'ensemble de la société en place, trop bien façonnée par le temps et les habitudes, trop résignée à ce qu'on appelle la force des choses. C'est comme si une bourrasque s'engouffrait dans une bicoque en terre battue, semant l'ouragan dans les esprits et les cœurs. Les nouveaux venus ont des aspirations, un langage, un comportement non seulement étranger, mais incompréhensible, voire odieux. Le contraste de leur façon de vivre avec les us traditionnels n'est-il pas un miroir où la société majoritaire lie nécessairement son arriération et sa décrépitude? Chez nous, à un despotisme sanguinaire venait de succéder une dictature sournoise. Elle hésitait à massacrer les foules à la mitrailleuse, mais surinait les individus isolés dans l'ombre. Elle se flattait d'organiser des élections, mais celles-ci tournaient aussitôt à la farce. De même que la cellule humaine se positionne de manière à s'accoutumer à l'imprégnation alcoolique pour en devenir finalement un artisan involontaire, de la même façon, les populations sédentaires avaient dû s'accommoder des exactions, des turpitudes des autocrates. Elles en avaient pris le pli. Presque plus rien ne les blessait ni ne les étonnait, bien au contraire. Elles en étaient même arrivées à applaudir aux extravagances de la dictature. Là où le peuple a été trop longtemps tenu à l'écart des lumières du droit, le vice devient la norme, le tortueux la règle, l'arbitraire la vertu. L'arrivée massive des exilés causa un choc aux populations, en les contraignant à un brusque réveil. On se réjouissait en public du retour des enfants prodigues. En privé, on les blâmait de ne pas agir et sentir comme tout le monde. S'indignaient-ils de la corruption? On leur répondait: il faut bien que tout le monde mange. Oh, le vilain mot. S'abstenait-il de courtiser les puissants? Le peuple sermonnait. Dieu a dit: obéissez aux supérieurs. S'acharnait-il au travail? On les en blâmait, sous prétexte que l'homme n'a qu'une vie et qu'il faut la gâcher le moins possible. Se scandalisait-il des financements dérisoires de l'éducation et de la santé des populations? Priorité au remboursement de la dette, leur rétorquait la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Prêchait-il la révolution, comme c'est la manie chez les exilés revenus au pays? On levait les yeux au ciel en invoquant la fatalité. Les exilés étaient de retour, et c'est bien vrai que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais, en attendant, le fleuve impavide des résignations mesquines et des turpitudes furtives continuait de couler. Et c'est ce qui désespérait Eddy, trop attaché à son indépendance pour nourrir la moindre ambition politique, à vrai dire, mais trop écorché dans sa dignité d'Africain par un long exil au milieu de populations racistes pour laisser courir les choses, et c'était là son drame. Il est probable que cette rencontre, entre hommes de plume et grands serviteurs potentiels de la nation, se serait prolongée et aurait connu des sommets d'émotions encore plus vertigineux. Malheureusement, Bébête, qui s'était éclipsé depuis une heure, sans doute lassé par le manque de romantisme des propos, rentra précipitamment dans la salle de conférence. Comme Eddie achevait de terrasser son adversaire par une pique dont il est fort peu probable qu'il se relève un jour. « Vous entendez ça » hurla la jeune femme au bord de l'hystérie tandis qu'elle brandissait un minuscule récepteur radio. Dans un silence de cimetière, à l'heure du crime, la salle entendit un speaker évoquer longuement, et avec une rare imprécision, la mort de celle que sa grandiloquence infantile ne cessait de nommer la première dame. Quoi? La femme du président est morte? Vraiment? Soupira un leader politique de l'opposition. Mon Dieu, que peut donc signifier tout ceci? Dans quel étrange pays sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous allons tous y passer? Et pourquoi? Sur ce mot de la fin, l'assemblée, telle une volée de volatiles au croassement éperdu,
se dispersa alors que la clôture n'en avait pas été prononcée par le maître de séance, son organisateur.